Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est le 40e épisode, c'est le dernier de l'année 2020 et on va terminer avec un récap des dernières annonces faites pendant la conférence re:Invent. La conférence re:Invent, au cas où vous n'étiez pas au courant, elle a lieu sur 3 semaines cette année, en ligne. Donc ça veut dire que vous pouvez accéder à tout le contenu depuis le confort de votre canapé ou de votre salon. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Tout ce contenu va rester en ligne encore pendant quelques semaines, jusqu'à fin janvier. Alors, j'ai déjà fait 2 récaps dans les podcasts. Vous les trouverez dans les numéros précédents du podcast. Un récap après la keynote d'Andy Jassy, qui est le CIO de AWS, et puis j'ai fait un récap avec mon collègue Julien Simon la semaine dernière, où on revenait sur les annonces en apprentissage machine, en apprentissage automatique, après la keynote de Swami. Depuis, que s'est-il passé dans la conférence re:Invent? 2 autres keynotes, celle de Peter DeSantis, qui est VP infrastructure chez AWS, et celle de Werner Vogels, qui est CTO d'Amazon.com. Donc dans cet épisode, je vais reprendre les principales annonces de ces 2 keynotes, et puis 2-3 petites choses qui étaient passées encore sous le radar jusqu'à présent. On va parler d'écologie dans le cloud, on va parler réseau, on va parler chaos, on va parler Cloud Shell, on va parler gestion de votre flotte, on va parler Prometheus et Grafana, et on terminera avec Amazon Location Service, et puis une petite annonce pour les conférences récap de re:Invent qui auront lieu en janvier, où vous pourrez assister en vidéo à des présentations, des démos de tous ces nouveaux services. Merci de nous écouter sur le podcast AWS en français, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à en parler autour de vous d'ailleurs, en parler à vos collègues qui pourraient être intéressés. C'est par le bouche à oreille que l'audience du podcast est en train de monter, vraiment de décoller de semaine en semaine, et pour ça, je vous en remercie. Alors, Peter DeSantis est VP infrastructure, donc sa keynote depuis 2-3 ans est très orienté infra, évidemment, l'infra que nous utilisons dans nos data centers, et comment vous, clients d'AWS, partenaires d'AWS, vous pouvez tirer parti de ces innovations que nous faisons au niveau des data centers. Les gens plus techniques aiment bien cette keynote parce qu'ils lèvent un peu le voile sur le secret, vous savez comment on fait les choses dans les data centers. Tiens, à propos des data centers, petite annonce, j'aurai un podcast en janvier ou en février avec 2 personnes qui travaillent dans les data centers d'AWS France, qui expliqueront leur job au quotidien. C'est quoi de travailler dans les data centers. Mais revenons à Peter DeSantis. Il a passé beaucoup de temps à expliquer plein de choses, et une des choses qu'il a expliqué, c'est pourquoi les data centers des clouds publics sont beaucoup plus efficaces en matière de gestion d'énergie que les data centers privés. Une des raisons, c'est parce que nous agrégeons les workloads, les applications de différentes industries, de différents clients, et dans différentes time zones, dans différentes zones horaires, et donc ça permet de lisser beaucoup mieux les charges de travail. Il n'y a pas de nuit dans nos data centers où les machines travaillent moins, et parce que nous agrégeons toutes ces charges de travail, on a une très grande densité au sein de nos machines, et donc un très bon taux d'occupation des machines. Ça, c'est une raison. Une deuxième raison, c'est parce que nous travaillons pour économiser chaque watt qu'on peut économiser au niveau du design des machines elles-mêmes. C'est pour ça qu'on a lancé notamment les processeurs Graviton 2, basés sur une architecture ARM, qui consomment beaucoup moins d'énergie, qui vous donne un ratio price-performance, prix-performance beaucoup plus intéressant. Il a aussi levé un côté du voile sur l'efficacité en matière de refroidissement, et comment nous récupérons l'eau, nous recyclons l'eau pour refroidir ces data centers. Il a donné un exemple également d'un groupe de data centers dans la région Oregon, où l'eau est déversée après avoir été utilisée plusieurs fois dans un canal et distribuée aux agriculteurs du coin qui l'utilisent pour irriguer leurs terres, pour ne pas perdre cette eau-là. En matière de sustainability, donc d'écologie, il a également rappelé que nous avons plusieurs projets à travers la planète, des fermes solaires, des fermes éoliennes qui génèrent des mégawatts d'électricité. Je vais reprendre mes notes pour vous citer exactement les chiffres qu'il a cités. Nous avons 35 projets voilà, et 4 gigawatts aujourd'hui, et il a annoncé 26 nouveaux projets pour créer des fermes soit solaires, soit éoliennes, y compris en Europe. Donc il y aura des fermes en Italie, en Allemagne et en France qui vont produire un additionnel 3,4 gigawatts d'électricité également
pour 2020. Donc ça fera un total de 6,4, 18 millions mégawatts-heure d'énergie renouvelable que nous produisons régulièrement. Il a donné l'exemple, c'est suffisant pour alimenter 1,7 million de foyers normaux, de foyers moyens aux États-Unis. En plus de ces 26 nouveaux projets, nous avons annoncé un contrat, SNJ qui a annoncé un contrat de fourniture d'électricité au niveau mondial entre l'Italie, l'Allemagne et les États-Unis, d'autres 650 mégawatts d'électricité produite par Engie cette fois, mais d'énergie renouvelable produite par Engie que Amazon s'engage à acheter, ce qui fait d'Amazon le plus grand acheteur d'énergie renouvelable auprès d'Engie et selon Peter DeSantis, le plus grand producteur d'énergie renouvelable au monde. Avec cette nouvelle capacité que nous allons ajouter en 2020, eh bien, ça nous rapproche de notre but. Le but, c'est que Amazon complètement, donc Retail plus AWS, soit neutre en émissions de carbone pour 2040 et AWS spécifiquement, nous avions comme objectif assez ambitieux d'être neutre en émissions de carbone en 2030, donc 10 ans avant. Mais grâce à ces nouveaux projets que nous allons lancer l'année prochaine, on espère arriver à notre objectif d'ici 5 ans, donc en 2025. AWS devrait être neutre en émissions de carbone. Si vous êtes intéressé par ces aspects écologiques, sustainabilité, regardez la keynote de Peter. Il a donné de très bons exemples. Je vous mettrai évidemment les notes de cette keynote dans les notes du podcast, l'URL de cette keynote dans les notes de ce podcast. Une autre annonce qui a été faite juste avant, pendant ou après la keynote de Peter DeSantis, c'est un nouveau service dans les VPC, les VPC, les réseaux, c'est VPC Reachability Analyzer pour analyser l'atteignabilité, si je peux traduire ainsi en français, d'un élément VPC. Vous savez que si vous avez des topologies un peu complexes avec plusieurs VPC, des liens du NAT, des liens peut-être des direct connect vers vos data centers, etc. Débugger un routage VPC, ce n'est pas une chose facile. Eh bien, le VPC Reachability Analyzer va faire ça pour vous. Vous donnez votre point de départ, votre point d'arrivée, par exemple une instance EC2 dans ce VPC-là, dans ce compte-là, une autre instance VPC dans cet autre VPC ou cet autre compte-là. Et il va vous donner la chaîne d'éléments en disant, ben voilà, votre paquet il va passer par tel security group, tel NAT gateway, tel Internet Elastic Interface, et graphiquement on va vous montrer toute la chaîne et vous dire si effectivement le point A est accessible par le point B ou pas. Si vous êtes côté réseau, vous avez déjà débugué des problèmes de routage et de trous noirs dans les réseaux, vous allez apprécier probablement ce service. Une petite annonce qui est passée comme ça, l'air de rien, sans rien dire, avec juste un petit What's News. Vous l'avez peut-être vu si vous utilisez la console AWS. Maintenant, dans le haut de la console AWS, il y a une barre de recherche unifiée qui vous permet de rechercher soit des services, soit directement dans la documentation. Donc vous tapez un VPC Reachability Analyzer par exemple et vous avez le lien vers le service et aussi le lien vers la doc directement depuis la console. C'est super pratique, j'adore ça. Et on attendait ça depuis assez longtemps. Cette semaine, Werner Vogels, CTO d'Amazon, lui a donné une keynote un peu différente des autres parce qu'il n'était pas en direct de Seattle comme tous les autres. Vous savez que Werner est hollandais depuis quelques semaines, quelques mois. Il poste des blog posts depuis la Hollande. On dirait qu'il s'est confiné à Amsterdam. Et il a fait sa keynote depuis une ancienne usine sucrerie, une ancienne sucrerie désaffectée à l'ouest d'Amsterdam, ce qui donnait un cachet à la keynote. Il n'y avait pas de slide, il parlait dans l'usine. C'est une keynote super inspirante où il parle de la responsabilité que nous avons, nous, développeurs d'applications, en matière de sustainability aussi. Il nous rappelait de penser que les gens qui vont utiliser les applications que nous développons ne sont pas des gens nécessairement qui ont accès, comme nous, ou comme certains d'entre nous, à la 5G, à la fibre optique à la maison, et qu'ils vont utiliser vos applications dans des conditions moins performantes de réseau, peut-être à partager le réseau moins performant à la maison avec les enfants qui ont des cours à distance avec son partenaire, son conjoint, qui travaille également à la maison, et il en appelle à notre responsabilité, à nous, développeurs, pour
créer des applications qui soient moins gourmandes, plus responsables en termes d'utilisation d'énergie et d'écologie, en faisant des binaires moins gros, qui consomment moins de bandes passantes, qui consomment moins de stockage. Quand on démarre des instances EC2, il nous a rappelé qu'on avait le choix de démarrer des instances basées sur les processeurs Graviton 2 qui donnent un meilleur ratio prix-performance, ça c'est l'avantage pour votre portefeuille, mais qui consomment moins d'énergie également dans les data centers d'AWS. Il a rappelé à la fin de sa keynote que c'est le moment, c'est une époque formidable que nous vivons, nous, les gens plutôt techniques, les développeurs, les architectes, où la somme de nos talents peut faire la différence dans ce monde-ci. Nous pouvons, ensemble, créer une application, des applications qui changent la vie des gens. Vraiment, littéralement, changer la vie des gens. Et donc, on doit utiliser cette opportunité qu'on a aujourd'hui et se mettre à builder, à construire, à développer et à construire des applications. Une keynote super inspirante. Regardez-la, je mettrai les liens également dans l'épisode, dans les notes de l'épisode du podcast. Quelques nouveaux services annoncés par Werner, un service qui s'appelle Fault Injection Services. Il a parlé beaucoup de Chaos Engineering. On a déjà parlé Chaos Engineering dans ce podcast avec mon collègue Adrien qui était venu nous en parler. Donc, l'idée de Chaos Engineering, c'est d'introduire des fautes dans nos systèmes volontairement pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, pour voir comment le système se comporte quand un élément est en panne. Vous tuez une instance EC2, est-ce que le service reste pour les utilisateurs? Alors ça, c'est un peu extrême. Il y a des pannes qui sont plus subtiles. Vous augmentez la latence, vous interdisez les accès DNS ou vous augmentez les temps de réponse d'une base de données et vous observez comment votre système se comporte. Donc, les avantages du Chaos Engineering, c'est qu'on teste la résilience du système. Est-ce qu'il est capable de survivre à une panne partielle? On peut tester les performances. Que se passe-t-il quand la performance est dégradée au sein d'un composant ou d'un microservice? Est-ce que le reste du système fonctionne? Et puis, il y a un troisième élément lié au Chaos Engineering également, qui est l'observabilité. Est-ce que si tel ou tel sous-système de votre application tombe, est-ce que vos alarmes se déclenchent correctement? Est-ce que vous monitorez les bonnes métriques? Est-ce que vous allez être prévenu quand quelque chose d'important se survient dans son système? Alors, les pionniers du Chaos Engineering, c'est Netflix, c'est Amazon.com qui font ça depuis plus de 10 ans, qui ont acquis une telle maturité, qui font ça non seulement dans des environnements de test, mais aussi dans des environnements de production. Donc Netflix ou Amazon, régulièrement, tuent des instances ou tue des services ou rend inaccessibles des services prod pour s'assurer que tout se passe sans accroc pour les clients. Donc, Fault Injection Service, c'est un service entièrement managé qui est disponible, qui sera disponible à partir de 2021, quelque part pendant 2021, qui vous permettra de contrôler ce genre d'expérience. Donc, vous planifiez une expérience, vous définissez les actions de cette expérience. Une action, ça pourrait être arrêter une instance, arrêter une base de données, par exemple. Vous définissez les conditions et les cibles dans lesquelles cette expérience va se dérouler. Donc, les cibles, c'est quelles instances, quelle base de données, dans quelle availability zone, avec quel tag. Et vous définissez également les conditions d'arrêt de cette expérience. Quand est-ce qu'il faut arrêter l'expérience? Donc, quelles sont les alarmes CloudWatch à observer? Si jamais ces alarmes se déclenchent, l'expérience est arrêtée et le système est remis dans son état initial. Un service qui va vous aider donc à tester, à gagner la confiance dans la stabilité de votre système en faisant des expériences contrôlées, évidemment dans des environnements de test ou de staging au début, et puis pourquoi pas plus tard dans des environnements de production une fois que vous avez gagné suffisamment en confiance. Un autre service qui a été annoncé par Werner dans la keynote, c'est Cloud Shell. Cloud Shell, c'est un petit truc très pratique qui va changer votre vie au quotidien si vous passez du temps dans la console. En cliquant dans un bouton sur la console en haut à droite, il y a une fenêtre terminale qui s'ouvre dans votre navigateur et vous avez accès à un environnement Amazon Linux 2 avec la ligne de commande AWS CLI et d'autres outils comme SAM qui sont préinstallés avec Python, avec Node installé. Et donc, vous pouvez taper des commandes
directement dans cet éditeur-là. Ça veut dire que vous n'êtes plus obligé d'avoir la ligne de commande AWS installée sur votre laptop et la maintenir à jour. On va faire ça pour vous. Quand vous démarrez cette session, vous êtes dans un VPC public, donc vous n'êtes pas dans vos VPC, mais vous pouvez accéder à vos services et à tous les services AWS à travers une adresse IP publique. Vous êtes identifié comme l'utilisateur qui était dans la console. Ça veut dire que si vous arrivez en SSO, en single sign-on, avec une authentification faite à l'extérieur sur un Active Directory ou sur Okta, vous avez exactement le même rôle que celui que vous aviez dans la console. Et vous avez 1 giga de stockage dans chaque région où le Cloud Shell est démarré. Donc si vous installez des packages additionnels, par exemple, le CDK par exemple n'est pas installé, donc vous pouvez faire un npm install du CDK. Cette installation est persistante et votre Home Directory est persistante avec 1 giga de stockage. Et la meilleure partie, c'est que c'est gratuit. Vous ne payez pas ni pour la ressource de compute, parce que vous vous doutez bien qu'il y a un container qui tourne quelque part pour vous offrir ce service, ni le giga de stockage que vous pouvez utiliser. Donc testez AWS Cloud Shell. Autre annonce qui ont été faites juste après la Werner la Werner de Keynote, j'allais dire, la Keynote de Werner. C'est une série de nouveautés sur AWS Systems Manager, un prisme ou une loupe, je ne sais pas comment les appeler dans System Manager, mais qui s'appelle Fleet Manager pour gérer des flottes de machines et Application Manager pour gérer des applications. Je n'ai pas regardé ces deux-là en détail, donc je ne pourrais pas trop vous en parler. En revanche, j'ai regardé le troisième en détail. Il s'appelle Change Manager. Donc Change Manager, c'est un système qui vous permet de documenter les changements que vous allez faire sur votre infrastructure, plus que de les documenter, de les exécuter aussi de manière contrôlée. Donc l'idée de Change Manager, c'est si je dois faire un changement, j'ouvre un ticket dans une change request où je choisis les actions qui vont être faites sur mon environnement. Ce sont des actions System Manager, donc des documents, des runbooks que vous allez exécuter. Et puis en fonction de la configuration du système, ce change request doit être approuvé par les approuveurs qui ont été définis, et une fois approuvé, il est soumis au système pour les changements. De cette manière, vous pouvez tracer, auditer les changements, qui fait les changements, quand et dans quelles conditions. Ça peut se coupler à un calendrier de déploiement, par exemple, si vous avez des jours où les déploiements sont interdits. Le change request devra attendre d'être passé cette date-là avant de pouvoir avoir lieu. J'ai écrit le blog post d'annonce de ce nouveau service. Je vous mettrai le lien également dans les notes du podcast. Deux petites choses encore avant de terminer. 2 nouveaux services managés, un Prometheus managé et un Grafana managé. Donc, Prometheus, c'est un système open source qui permet de collecter des données, souvent des données de télémétrie. C'est souvent utilisé avec des clusters Kubernetes, par exemple, ou des environnements IoT pour collecter de gros volumes de données. Installer Prometheus, le manager, le rendre hautement disponible, scalable pour pouvoir ingérer le volume de données dont vous avez besoin n'est pas chose facile. Et donc, comme tous les services managés AWS, l'idée c'est de vous décharger de cette partie d'infrastructure qui parfois peut être un peu lourde et de vous laisser vous focuser sur ce qui fait la différence pour vos clients, et pour vous, ce sont vos applications. Donc, service managé Prometheus et service managé Grafana avec la collaboration de Grafana. Grafana et Prometheus fonctionnent souvent ensemble. Grafana, c'est la couche de visualisation qui permet de faire ces dashboards. Vous savez, quand vous voyez des écrans de télé avec tous des indicateurs vert, rouge, etc. C'est typiquement avec Grafana que vous pouvez faire cela. Et donc Grafana va être disponible en service managé également. Les deux sont en preview. Il y en a un qui est en preview restreinte, vous devez vous inscrire, et l'autre qui est en preview public, vous pouvez essayer dès aujourd'hui. Dernier service qui a été annoncé cette semaine, sans tambour ni trompette, comme ça, discrètement, en dehors de toute keynote, juste un blog post de Jeff Barr. Un service que moi, en tant que développeur, je suis super excité avec ce service-là. Il s'appelle Amazon Location Service, qui est en preview, mais preview public, donc vous pouvez le tester aujourd'hui. Et l'idée d'Amazon Location Service, c'est de faire un service entièrement managé pour que vous, développeurs, puissiez mettre dans vos applications des données liées à la localisation, par exemple des cartes ou des points d'intérêt. Vous pouvez rajouter du géocoding à vos applications. Vous savez, du géocoding, c'est passer d'une adresse à une coordonnée latitude-longitude, ou du reverse géocoding, aller du latitude-longitude vers une adresse. Tout ça sans sacrifier la sécurité de données,
la confidentialité des données de vos utilisateurs, puisque tout ça ne quitte pas votre compte AWS. Donc, quels sont les use cases pour ça? Toutes les applications où vous souhaitez introduire une touche de géolocalisation dans les applications, des applications de tracking de randonnée, des applications de commandes en ligne qui peuvent, je sais pas, notifier le coffee shop du coin que vous avez commandé un café et que vous êtes sur le point d'arriver. Aussi des usages industriels pour tracer des envois, tracer des équipements, tracer des véhicules qui se déplacent. On utilise 2 providers de cartes, Esri et HERE. Donc les données, on les intègre venant de services extrêmement connus, extrêmement utilisés, avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers de clients qui utilisent déjà ces cartes-là. Et puis des services de tracking également. Donc vous pouvez enregistrer des appareils ou vous pouvez enregistrer des colis par exemple. Si ces colis sont capables d'envoyer leurs coordonnées GPS, le service Amazon Location Service va tracer ces différents appareils pour vous automatiquement. Donc ingérer les données et tracer les données sur la carte. Dans un deuxième temps, plus tard cette année, nous aurons également la capacité de faire du routage. Donc vous expliquer comment aller du point A au point B par la route, donc vous donner des directions. Donc tout ça dans la sécurité, la confidentialité que vous connaissez, que vous appréciez chez AWS, puisque les données ne quittent pas la région que vous allez choisir. Pour le moment, pendant la preview, c'est disponible en Irlande pour l'Europe, également Tokyo et 3 régions aux États-Unis. On nous annonce une fraction du prix des autres systèmes que vous connaissez déjà, ceux de Google, d'Apple par exemple. Je vous laisserai regarder les prix vous-même. Il y a plusieurs forfaits, soit vous travaillez à la requête, et donc vous payez un petit prix en centimes par millier d'appels sur telle ou telle partie du service, soit vous prenez des packages. J'ai parlé de la possibilité de traquer des appareils par exemple. Si vous avez une flotte de véhicules que vous souhaitez traquer, il y a moyen de prendre un forfait par mois, par objet à traquer, et donc là on ne compte plus par appel d'API, mais on compte par objet à traquer. Donc à vous de voir où se trouve la bonne balance aussi. La bonne nouvelle, c'est que pendant la preview, c'est gratuit, donc vous pouvez tester tout ça, et pour l'intégrer dans vos applications, il y a un SDK évidemment en JavaScript, il y a un SDK aussi pour iOS et pour Android. Amazon Location Service, c'est le dernier service qui a été annoncé dans le blog de Jeff Barr, qui a été annoncé par Jeff Barr d'ailleurs pendant reInvent. Et bien voilà, ça fait 20 minutes que je parle. Si vous êtes toujours là, que vous avez toujours ma voix entre vos 2 oreilles, je vous remercie énormément d'être resté jusqu'au bout, d'avoir été fidèle au podcast AWS depuis le début peut-être, ou tout au long de cette année. Alors, pour terminer, à quoi vous pouvez vous attendre l'année prochaine? On va continuer évidemment le podcast AWS en français avec un rythme probablement bi-hebdomadaire, bimensuel, 2 fois par mois, donc toutes les 2 semaines. J'ai déjà 6 ou 7 épisodes dans les tuyaux qui sont déjà enregistrés que je vous donnerai dans les prochains mois. Au niveau de reInvent, il y aura des séances en vidéo de résumé de reInvent à partir du 18 janvier. Donc ça sera du 18 janvier au 28 janvier, lundi, mardi, mercredi, jeudi à 17h tous les soirs. Et cette année, plutôt que de faire un grand tunnel de 3 heures où on va parler de tous les sujets qui étaient annoncés à reInvent, comme on l'a fait en janvier cette année, on va plutôt faire des sujets en fonction de vos rôles. Donc on va faire 1 heure pour les architectes, 1 heure pour les développeurs, 1 heure pour ceux qui s'intéressent à l'IoT, 1 heure pour ceux qui s'intéressent au machine learning, 1 heure pour ceux qui sont plutôt dans le monde du data analytics. Et de cette façon, espacer un peu et j'espère rendre le résumé de reInvent plus digérable pour vous. Donc une session par rôle, 7 rôles identifiés et une session générale qui sera une espèce de résumé des résumés pour terminer ces 2 semaines. Donc ça sera du 18 au 28 janvier, du lundi au jeudi, tous les jours à 17h, et suivez les réseaux sociaux pour savoir comment vous inscrire sur mon Twitter perso, Sepsto, sur le Twitter d'AWS France également, AWS France.
Les sessions seront plus que probablement en direct sur le YouTube d'AWS France, et elles seront en collaboration avec les user groups de France. Vous savez qu'il y a plus de 16 user groups dans 16 villes différentes en France. Donc je vais avoir des speakers avec moi qui sont des membres de ces user groups ou qui sont des leaders de ces user groups, pour aussi avoir leur avis externe et pas l'avis d'un employé AWS, mais l'avis des vrais gens comme vous, ceux qui utilisent les services en tant que client ou en tant que partenaire. Donc ça sera début janvier, et puis la suite du podcast en 2021. Merci de nous avoir écoutés pendant Reinvent, merci de nous avoir écoutés pendant cette année 2020. J'espère que vous aurez l'occasion de prendre un peu de temps et de recul, de temps avec votre famille et de recul pendant la période des fêtes. Et puis on se retrouve ensemble pour de nouveaux épisodes du podcast AWS en 2021. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.